Bonsoir et ravi de vous retrouver à cette livraison de l'actualité dont voici les titres. Quels sont les partis politiques à existence légale au Bénin qui fonctionnent réellement? Le rapport 2023 de la Sénat sur l'existence fonctionnelle des partis vient d'être publié. Il décrit qui est qui et fait quoi sur l'échiquier politique. Elle est peu connue du grand public et même de bien d'entrepreneurs en quête de gros financements. Et pourtant, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin est l'un des plus grands financeurs au Bénin. Zoom sur la CDCB. Polémique autour d'une déclaration du porte-parole du gouvernement guinéen. Course à la présidentielle au Cameroun et saisie d'une importante quantité de cocaïne en Uruguay. Voilà le menu de l'Inter. Bienvenue à ce journal. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. On commence par cette question posée en titre. Qui est qui et fait quoi sur l'échiquier politique béninois? En dehors des grands partis qui rythment la vie politique à l'Assemblée nationale et jouissent du financement public, quels sont ceux qui existent légalement et fonctionnent au regard de la loi? Réponse dans le rapport 2023 de la Sénat sur l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin. Alain Sochoumain, Simon Villon étaient au lancement du rapport. Les partis politiques ont pour mission première l'animation de la vie politique du pays. Pour accomplir cette mission, ils doivent avoir non seulement une existence légale, mais aussi fonctionnelle. La Sénat a procédé au lancement du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin en 2023. Quelques mois auparavant, la Commission électorale nationale autonome Sénat a déployé une mission aux fins de procéder au suivi et au contrôle de conformité de l'existence effective des partis politiques. Au cours de cette mission, les équipes de la Sénat, en collaboration avec la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ont parcouru le Bénin pour collecter des données relatives à l'existence effective des sièges de partis, au fonctionnement régulier des différentes instances statutaires conformément au cadre légal régissant les partis politiques. Au cours de la rencontre préparatoire que la Sénat a eue avec vous, il vous avait été promis qu'à l'issue de la mission, chaque parti politique recevra un exemplaire du rapport. La loi ne fixant pas de délai en matière d'érection de sièges national et de bureaux départementaux, la Commission électorale nationale autonome Sénat encourage les partis politiques qui n'en disposent pas encore à le faire pour une existence fonctionnelle effective dans le pays. Les élections générales de 2026 sont un tremplin pour les partis politiques de marquer davantage leur présence sur le terrain auprès des populations. Agenda de discussion nourri à la conférence des femmes leaders à Niki. Formulation d'engagement pour une plus grande participation des femmes leaders aux débats nationaux. Feuille de route et cahier de charge, autant de sujets discutés à la deuxième journée des travaux. On fait le point avec Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé. Des communications et les témoignages des devancières pour illustrer les parcours de l'homme ou de la femme engagée dans la politique, une séance de plus de donner que de recevoir. Nous qui pleurions de jour et de nuit sommes relégués carrément aux arrière-plans. Madame la VP, ma question est celle-ci. Quelle stratégie faut-il développer pour changer la donne? Toutes les femmes militantes ont vécu ça à divers niveaux dans les partis politiques. Parce que quand vous êtes d'une certaine moralité, et que vous croyez que partout l'effort doit payer, vous vous dites, avec tout ce que je fais dans ce parti, il n'est pas possible que ces gens-là ne pensent pas avoir pour les positionnements. Vous serez déçus. Quand les positionnements arrivent, c'est ceux qui sont collés à eux. Ne les laissent pas respirer. C'est ceux-là qui les forcent à mettre leur nom. Donc, quand les élections approchent, vous-même, vous devez travailler à rappeler aux autres vos ambitions.
ne faut pas croire que d'eux-mêmes, ils vont se rappeler de vous. Même si vous le leur rappelez, soyez collés à eux comme les autres. Ça ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Pour la vice-présidente de la République, la confiance en soi est une première qualité. C'est l'âme absolue, c'est l'outil le plus indispensable. Si tu doutes de toi, si tu n'as pas confiance en toi, on peut réunir toutes les autres conditions, tu ne pourras rien faire avec. Si tu doutes de toi-même, si tu penses que tu ne seras pas capable, ça ne peut pas aller. La confiance en soi, les femmes doivent développer cette aptitude-là, cette faculté. Sans ça, elles ne pourront rien faire. La vie au foyer, les stratégies de mobilisation sont les autres préoccupations passées au peigne fin. Si vous avez des ambitions politiques, sachez que chaque personne que vous rencontrez sur votre chemin est une ressource potentielle. Il faut tisser des liens, il faut savoir les conserver. C'est très important. Annoncée à cette rencontre, la reine Nyokogi rehausse l'événement. À ses côtés, le Sinadongwiro. Tous ceux que la reine-mère a baptisés sont capables d'être empereurs prochainement. Sont capables d'être reine-mère prochainement. Si elle commet des erreurs, l'empire va basculer. Parce qu'on va mettre au trône des gens qui n'ont pas droit. Donc c'est pour cela qu'il dit sa mission est très précise. Allégeance et autres civilités constituent les autres temps forts de cette cérémonie. La vice-présidente de la République parlait à juste titre la question du positionnement des femmes dans les partis politiques. Eh bien, promotion des femmes dans les hautes sphères politiques, c'était aussi l'une des recommandations faites au Bénin par la CEDEAO à l'issue de la présidentielle de 2021. Où en est-on actuellement? Cette question a fait l'objet à Cotonou de discussions entre une délégation de la commission de la CEDEAO et la haute direction politique du parti Union progressiste Le Renouveau. L'évolution du dialogue national était aussi au cœur des échanges. Le point avec Ariane Da Silva et Jules Akweikou. Une délégation de la commission de la CEDEAO au siège du parti Union progressiste Le Renouveau. Elle vient évaluer la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO suite à la présidentielle de 2021 au Bénin. Nous avons sollicité cette entrevue pour recueillir un peu vos sentiments sur un certain nombre de choses, notamment des recommandations qui ont été faites lors d'élections passées. Et à ce niveau, donc, dans le cadre de ce suivi, la commission de la CEDEAO a jugé nécessaire de dépêcher une mission pour écouter, assurer un peu le suivi de ces recommandations. Des recommandations qui portaient sur 3 principaux points: la culture de la paix, l'intégration des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans la vie politique, puis le dialogue national. Nous pensons que ce dialogue est inévitable, qu'il est nécessaire. Et faire de telle sorte que l'inclusion soit effective dans le cadre de la vie politique. Sur ces chantiers, l'Union progressiste Le Renouveau se démarque. Nous sommes à jour en ce qui concerne la mise en œuvre de ces recommandations, notamment la posture que nous devons avoir en tant que parti politique pour permettre que les élections se passent dans la paix et dans la quiétude, la transparence, l'inclusivité dans notre pays. Le tour d'horizon a permis de savoir que l'Union progressiste Le Renouveau est dans cette posture. Le dialogue est permanent. Nous avons démontré que nous sommes ouverts au dialogue. La délégation de la commission de la CEDEAO a aussi pour mission de rencontrer les leaders d'autres partis politiques, de la mouvance comme de l'opposition, et toutes les autres parties prenantes qui pourraient contribuer à la paix et à la cohésion sociale. Petit zoom sur une institution financière du Bénin riche mais peu connue. Vous la connaissiez peut-être pas assez comme puissant investisseur institutionnel au Bénin, la CDCB, peu connue du grand public et même de bien d'entrepreneurs. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin est l'un des plus grands bailleurs de l'écosystème financier du Bénin. La CDCB se fait mieux connaître à travers un rendez-vous média, une rencontre avec la presse qui permet de jeter un peu de lumière sur ses missions, ses capacités et son impact sur le pays. On en voit un aperçu en bout avec Alexis Segbemon et Ariane Da Silva.
Elle existe depuis 4 années et se positionne au cœur du financement économique et social du Bénin. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin, CDCB, est une institution publique à caractère financier instituée par la loi numéro 2018-38 du 17 octobre 2018. Et c'est un établissement spécial parce que l'État a accordé à cet établissement une immunité d'exécution. Il lui a également accordé le pouvoir de sanctionner les assujettis qui devaient verser des fonds au niveau de la CDCB et qui ne le font pas. D'une part, nous gérons les fonds de l'épargne publique avec la plus grande rigueur, la plus grande transparence. Et d'autre part, nous contribuons au financement de projets d'envergure. À travers nos projets, nous visons non seulement à soutenir la croissance économique, mais aussi à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. La CDCB accompagne les secteurs publics et privés et investit dans plusieurs domaines à travers des projets d'intérêt général qui ont des impacts sur les populations. À GLOJB, nous avons pris une part très active dans la réalisation de ces 3 unités de textile intégrées. Et nous avons investi très exactement 27 milliards avec à la clé au minimum 15 000 emplois directs. Il y a le centre des affaires maritimes dans lequel la Caisse de dépôt a également investi à peu près 28 milliards. La Caisse de dépôt utilise les ressources majoritairement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc c'est vos contributions pour la retraite, c'est nos contributions pour la retraite. Nous sommes partis d'un total bilan de 547 milliards en 2020. Aujourd'hui, le capital de la Caisse s'élève à 140 milliards de francs CFA. Et nous avons un total bilan au 30 juin 2024 qui fait 1030 milliards. Des résultats renforcés par la mise en œuvre de la feuille de route Weziza portée par l'équipe dirigeante actuelle depuis 12 mois à travers des actions. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de dire la Caisse ne va pas aller s'endetter en propre, mais la Caisse va structurer des véhicules pour porter les différents projets, de sorte à pouvoir non seulement déconsolider la dette, mais également pouvoir faire venir des partenaires et des investisseurs sur les différents projets. Nous dynamisons la coopération bilatérale avec les autres caisses de dépôt. Nous avons également eu l'opportunité de renforcer notre coopération avec des institutions telles que l'Agence française de développement. Nous avons également pu bénéficier d'une facilité verte de la part de la Banque africaine de développement. Pour plus d'impact, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin travaille à diversifier ses niches de ressources financières. Et à l'occasion de ce rendez-vous média, elle a rendu publique sa vidéo institutionnelle. La CDCB, un véritable véhicule de financement à donc saisir par les porteurs de gros projets. Ce n'est pas encore une habitude alimentaire acceptée de tous au Bénin, mais dans d'autres pays, on consomme volontiers bien les insectes. Ils sont même une source bien plus élevée de protéines qu'on ne l'imagine plus que la viande. C'est un gage de sécurité alimentaire selon de nombreux scientifiques, à l'image de ceux que nous allons voir sur le projet de farine à base d'insectes comestibles. Farine d'insectes, bon appétit. C'est un sujet signé Marcel Arossi, Alexis Quenom. Selon les dernières estimations du réseau de prévention des crises alimentaires cité par la Banque mondiale, 29,5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Et en Afrique de l'Ouest, 16,5 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Mais depuis la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, un début de solution pour les couches vulnérables. Tout est parti de l'envie de résoudre de façon durable les problèmes d'insécurité alimentaire, en particulier la malnutrition chez les enfants et les femmes en âge de procréer. Insect Sécu, le projet qui va proposer aux Béninois de la farine infantile à base d'insectes comestibles, est une approche à 3 volets développée par l'Union de chercheurs béninois et belges. En réalité, peut-être vous en consommez lorsque vous mangez les tchatchangas, les viandes braisées que les babas nous vendent. Alors, le piment qu'on vous rajoute pour consommer cela contient souvent des insectes. Eh bien, c'est pour ça que c'est souvent intéressant et vous en demandez davantage. La consommation des insectes, c'est une pratique séculaire dans notre pays.
dans certaines régions du Bénin, les insectes sont consommés depuis des lustres. Donc nous voulons mettre cela, n'est-ce pas, à profit pour développer des stratégies de diffusion de cette pratique partout dans le pays. Par l'incorporation, donc c'est le troisième volet de ce projet, l'incorporation de la farine d'insectes dans des formules alimentaires afin de fabriquer une farine infantile nutritive, saine et appréciée. Et pour la réussite du projet, l'association des consommateurs, déjà associée à la formulation, a un grand rôle à jouer. Ce n'est pas qu'on ira attraper seulement les insectes et les introduire dans la consommation. C'est tout un processus de sécurisation de ces aliments. Et d'ailleurs, vous savez qu'en termes de contrôle, il y a une agence qui s'occupe de la sécurité sanitaire des aliments. Donc, après la production, ça va rentrer dans cette chaîne de contrôle pour rassurer les consommateurs de ce que c'est un produit sûr. Et nous, on est là pour faire la veille dans ce sens, pour que cela ne crée pas des nuisances après la consommation. Un ingrédient d'avenir pour le Bénin et pour toute l'Afrique, les premiers échantillons, d'ici 3 ans ou moins. À essayer, pourquoi pas. À présent, en perspective, ce rendez-vous avec les médecins des animaux, les vétos, qu'on appelle en fait les vétérinaires, affectueusement appelés vétos. La première édition des journées vétérinaires du Bénin s'annonce donc du 26 au 28 septembre prochain à Cotonou. Thème des journées du veto au Bénin, le vétérinaire, un agent essentiel de santé au cœur de l'approche One Health. Écoutons ici le président du Conseil national de l'Ordre des médecins vétérinaires expliquer tout l'intérêt de l'événement veto à Françoise Insou et Amandine Aniaboussou. On a près de 60% des maladies émergentes, c'est-à-dire des nouvelles maladies qui apparaissent, qui sont d'origine animale. Et globalement, 75% des maladies émergentes humaines sont zoonotiques. Donc c'est dans ce contexte que nous avons placé ces premières journées vétérinaires. De façon générale, les journées vétérinaires du Bénin, c'est d'assurer une visibilité du rôle essentiel joué par les vétérinaires dans la démarche Une seule santé afin de réduire l'incidence des zoonoses, améliorer la qualité sanitaire des aliments et contribuer à améliorer la santé humaine et la constitution de la richesse du pays. Et donc pour atteindre cet objectif-là, nous allons travailler sur plusieurs pans, donc notamment faire des actions d'information, d'éducation et de sensibilisation en direction de la population béninoise. Dans un second temps, nous allons, à travers ces journées, assurer la formation et la sensibilisation des professionnels vétérinaires. Nous allons parler également des sujets tels que la résistance aux antimicrobiens. On voudrait, à travers ces journées aussi, mobiliser les leaders d'opinion, donc autour de cette problématique des zoonoses. Et l'une des zoonoses que nous allons surtout adresser au cours de ces journées est la rage. Et donc le 28 septembre, qui va être la fin des journées vétérinaires, coïncide également avec la journée mondiale de lutte contre la rage. Donc mobiliser les leaders d'opinion, les acteurs de la société civile pour que la population puisse faire le geste qui sauve, qui est de vacciner les chiens. Et entre autres, à part cette zoonose, nous allons également profiter de ces journées-là pour pouvoir sensibiliser de façon générale sur la conduite à avoir pour s'assurer qu'en ayant des animaux ou en mangeant de la viande, on ne s'expose pas à des risques sanitaires. On prend donc le rendez-vous. Penchons-nous à présent sur cette annonce faite en Conseil des ministres le mercredi 18 septembre dernier. Le gouvernement a en effet autorisé la délégation au contrôle et à l'éthique pour évaluer les enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur. Portée éclairage avec Rachad Moussa et Ulvaeus Balogun. Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l'enseignement et des travaux de recherche, la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur est autorisée à solliciter les services d'experts individuels et d'universités de grande réputation. L'enseignement supérieur au Bénin a de beaux jours en perspective. Pour cause,
Le gouvernement béninois vient d'autoriser en Conseil des ministres la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, DCE, à signer des accords cadres avec des experts et des universités de renom pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Un acte qui marque la volonté manifeste du chef de l'État de rendre les universités béninoises plus crédibles et plus compétitives. Et pour consolider les réformes enclenchées dans l'enseignement supérieur, la DCE pourra s'attacher les services de 38 experts internationaux et de 2 universités canadiennes réputées. L'initiative vise à faire de l'enseignement supérieur au Bénin une référence pour sa qualité et sa crédibilité. Objectif qui ne peut être atteint sans l'évaluation de la qualité des enseignements et des enseignants dans le secteur privé comme dans le public. À travers ce processus, le gouvernement béninois manifeste ainsi sa volonté de faire de l'enseignement supérieur béninois la clé de voûte du développement du Bénin. Mécénat politique au service de l'éducation, c'est un geste du maire de la commune de Banikwara qui vaut le détour et qui, au nom du parti Union progressiste, Le Renouveau, a offert des kits scolaires aux meilleurs apprenants des collèges de sa commune. Encourager le maintien des enfants à l'école, c'est le sens de cet acte social. Au Séné Adeleke, Judicaël Ayena. Quand on est excellent, parfois il y a l'émotion. Quand on est excellent, il y a souvent ces honneurs-là. Bio Sarakotamou, maire de Banikwara, procède ici à la remise officielle des kits scolaires aux meilleurs élèves de tous les collèges publics et privés de la commune de Banikwara. Le travail, oui. Chers enfants, nous vous convions à travailler davantage. Nous vous convions à l'excellence. Nous vous invitons à être sérieux à l'école, à travailler pour rendre heureux vos parents, à travailler pour faire de la commune de Banikwara la commune excellente, la commune meilleure au niveau des examens nationaux. Une initiative du parti Union progressiste Le Renouveau, UPR, dont l'objectif est d'encourager la scolarisation des enfants dans cette localité. Les valeurs que défendent l'Union progressiste Le Renouveau sont entre autres l'unité, le travail et la solidarité. Cet acte d'appui en kit scolaire aux meilleurs apprenants et aux meilleurs enfants vulnérables dans cette localité vient soulager quelque peu la peine des familles à la veille de cette rentrée scolaire. Je remercie tous les membres du parti Union progressiste. Je remercie particulièrement le maire de la commune de Banikwara pour son geste à l'endroit de nos enfants. Au nom donc de tous les élèves bénéficiaires de ces dons, nous vous disons merci à tous les responsables de l'Union progressiste de Renouveau. À travers ces actes d'amour qui se multiplient depuis quelques années, le maire de Banikwara Biosa Hakotamou démontre à tous que l'Union progressiste Le Renouveau, dirigée par le professeur Joseph Djobrenou, est un parti qui prône le partage, la concorde et l'amour du prochain. Instant culture dans ce journal avec cette devise du théâtre pour éveiller les esprits. C'est la devise de l'association d'Aïroun ou S'amuser qui organise la première saison de son programme de spectacle. Une occasion pour les acteurs culturels de cette association de mettre en lumière leur création. Le début de la saison est prévu pour le 28 septembre prochain. On envoie un bout de l'agenda au micro de Esther Amessiga et Daniel Ada. Ce que je mets dans le théâtre d'Aïron, c'est de créer l'environnement serein pour que nos spectacles, les spectacles qui sont créés au Bénin, et dans une certaine proportion, ceux d'ailleurs, soient joués dans des conditions optimales. Le programme, en septembre, il y a un spectacle, en octobre, il y a un autre, en novembre, il y a un autre, en décembre, il y a un spectacle, en janvier, il y a un spectacle, en février, en mars, en avril, en mai. Les dates sont affichées et ce sera toujours jeudi, vendredi, samedi. Faire mille différents d'une écriture de Sophie Métenoué. Ce spectacle aura lieu en septembre.
Après, il y a le spectacle de Jean-Louis. Après, moi-même, je vais jouer. Et en octobre, il y a le spectacle de M. Nouli Beto. Et il y a surtout aussi le spectacle Les Fantômes du Brésil dont on a parlé. Et c'est un spectacle qui part du texte de Florent Kouaouzoti, un roman que j'ai adapté et que les jeunes de Comé ont mis en scène. Voilà. Le théâtre se passe à la Bourse du Travail. Il y a la scène bien organisée et les acteurs et les actrices vont jouer là. C'est un lieu citoyen. Et le message, c'est d'être présent, de venir voir les spectacles, ce qui se passe. C'est-à-dire, pour faire du théâtre, il faut les spectateurs et les acteurs et les actrices. S'il n'y a pas de spectateurs, si on vient, il y a 0 spectateur, on ne joue pas. Je l'annonçais en titre, polémique autour d'une déclaration du porte-parole du gouvernement guinéen. Course à la présidentielle 2025 au Cameroun et saisie d'une importante quantité de cocaïne en Uruguay. Ce sont entre autres les informations à découvrir dans la page internationale de ce dimanche, signée Herman Rodriguez-Megan. Si Mamadi Doumbouya veut être candidat, je l'encouragerai. La déclaration du porte-parole du gouvernement guinéen fait polémique dans le pays. Le général Amara Camara a lâché ses mots à l'occasion d'un déjeuner de presse vendredi dernier. Pourtant, la charte de la transition établie par les autorités militaires peu après le coup d'État impose qu'aucun membre du gouvernement issu de ce coup de force ne pourra se présenter ni aux élections nationales ni aux élections locales. Mais rien n'empêche de faire sauter ce verrou via l'adoption d'une nouvelle constitution et de permettre ainsi au chef de la junte au pouvoir de se présenter, a souligné le général Camara. Les autorités guinéennes ont présenté fin juillet un avant-projet de constitution avec l'objectif de le faire voter par référendum avant la fin de l'année. Mais aucune date n'a encore été arrêtée pour soumettre à la population ce texte rejeté par les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile. Au Cameroun, Cabral Libi compte être dans les starting blocks pour la présidentielle 2025. Arrivé en 3e position lors du scrutin de 2018, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale vient d'achever une longue tournée dans tout le pays pour, selon lui, entendre les électeurs et leur proposer, dit-il, une réelle alternative après ce qu'il appelle 40 ans d'assombrissement et de déliquescence. William Ruto s'est rendu en Haïti ce samedi. Au cours de cette visite de quelques heures, le chef d'État kényan s'est entretenu avec le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils. Il a également visité la base kenyane à Clairsine, où il a salué les policiers kenyans en poste. Ce 21 septembre marquait les 100 jours de déploiement des policiers kenyans dans le pays. Mais les résultats concrets se font encore attendre. William Ruto a annoncé que 600 nouveaux policiers kenyans devrait arriver en Haïti entre octobre et novembre 2024 pour renforcer l'effectif déjà présent sur le sol haïtien. Plus d'une tonne de cocaïne soupçonnée d'être à destination de l'Europe a été saisie en Uruguay lors d'une opération qui a par ailleurs abouti à l'arrestation de 2 personnes. La cocaïne a été découverte à l'intérieur de 20 paquets chargés dans un camion dans le nord-ouest de la capitale, Montevideo. Une femme de 54 ans connue de la justice uruguayenne pour des faits de blanchiment en 2014 a été arrêtée, tandis qu'un pêcheur de 40 ans sans casier judiciaire a lui aussi été appréhendé. Ces dernières années, l'Uruguay est passé de pays de transit à pays de stockage de la cocaïne qui vient principalement de Bolivie avant d'être expédiée en Europe, selon les experts. Merci Rodrigue. Herman Amegan, 20h30 au Bénin, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. Bonsoir chez vous.